Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, consacré à l'actualité des livres, des débats et de leur recherche en histoire. Merci à toutes celles et tous ceux qui sont venus écouter l'émission enregistrée en public au rendez-vous de l'Histoire de Blois ce dimanche, une émission qui sera diffusée lundi prochain. Nous parlons aujourd'hui du livre fort et singulier de Claire Zalck, consacré à son parcours de chercheuse et composé à la manière de Georges Perec. Une émission que vous retrouvez, comme les 215 autres épisodes du podcast, sur le site parolehistoire.fr. Vous pouvez vous abonner au podcast via Spotify, Deezer, YouTube ou encore iTunes, et sur iTunes, laisser un commentaire ou une note toujours appréciée. Tout de suite, Claire Zalck, merci et très bonne écoute. Nous discutons aujourd'hui avec Claire Zalck, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche au CNRS et vous venez de publier Z ou Souvenirs d'historienne aux éditions de la Sorbonne, qui est un ouvrage tiré d'un exercice de style peut-être un peu particulier. Je crois que c'est la première fois à ce micro qu'on évoque ce genre de livre qui s'inscrit dans quelque chose qui maintenant se publie, avant se publiait pas tellement, c'est-à-dire un texte autobiographique, mais aussi associé au travail de recherche dans un cadre particulier, celui d'une habilitation à diriger les recherches. Est-ce que vous pouvez peut-être présenter à quoi ça ressemble ce genre de texte avant qu'on parle plus précisément de cet ouvrage? Ce genre de textes, ils ont des formes extrêmement différentes selon les personnes. L'idée, c'est que lorsqu'on fait une habilitation en histoire, le rite qui diffère d'une institution à l'autre, c'est un petit peu compliqué. Aujourd'hui, c'est qu'il y a un mémoire dit de synthèse, où on doit faire la synthèse de son parcours scientifique essentiellement. Et en plus, il y a un autre manuscrit qui est le manuscrit dit inédit, qui sera la nouvelle petite thèse, en gros. Le nouveau travail de recherche inédit sur des archives, etc., inédit. Or, ce mémoire de synthèse a pris, du coup, la forme, depuis une quinzaine d'années, d'égo-histoire sur le modèle lancé par Pierre Nora, mais décalant un petit peu l'âge, puisque j'avais calculé à l'époque la moyenne d'âge de ceux qui ont fait leurs essais d'égo-histoire, qui était quand même assez exceptionnellement élevée. Donc c'était, je crois, 67 ans, il faudrait que je vérifie ça. Voilà, avec une seule femme, Michel Perrault, à l'époque. Oui, avec une seule femme, Michel Perrault. Et maintenant, donc, il y a cet essai d'égo-histoire qui est plutôt fait aux alentours de entre 45 et 55 ans, sauf pour les très précoces, et qui revient sur son parcours scientifique. Donc il y a beaucoup de manières de le faire, mais souvent c'est en écho avec un parcours biographique. Voilà, sachant que c'est pas toujours publié. Mais... Non, il y a une collection donc, qui a été créée par Patrick Boucheron, où il publie la sienne d'ailleurs, qui est l'inaugurale, et puis il y a tout un ensemble de textes, donc c'est eux qui ont demandé à ce que mon égo-histoire, si on peut appeler ça comme ça, soit publié. Donc moi, j'ai pas exactement fait... Enfin, chacun innove, il y a eu plein de manières de le faire. Et voilà, la mienne, elle est un peu bizarroïde. Je dirais que c'est un peu un ovni. Donc j'étais assez surprise quand ils m'ont proposé, surtout des années après, de la publier. Alors il faut peut-être dire effectivement que c'est un texte que vous avez finalisé fin 2015, mais que vous avez repris pour la publication, et ça donne lieu à une postface qui est assez vertigineuse et très touchante, j'ai trouvé, dans laquelle vous réfléchissez à ce que ça veut dire que d'écrire sa propre histoire au moment où on s'inscrit dans l'histoire, et au moment aussi où l'histoire se précipite, s'accélère. Vous évoquez les attentats de 2015, l'élection de Trump, le Covid, entre autres choses. C'est quelque chose qui a marqué votre réflexion. Je pense notamment au fait que, ayant travaillé sur la dénaturalisation, vous êtes retrouvé aussi à un moment où ces questions devenaient des questions politiques actuelles, sous François Hollande notamment, dans d'autres contextes aussi. Donc ce fait que l'histoire, qu'on soit rattrapé par l'histoire et par sa propre historicité, ça c'est venu un peu perturber l'écriture du livre ou la réflexion personnelle et biographique dont ce livre est issu. C'est vrai que la demande qui s'est donc faite en novembre 2020, de publier un texte écrit, bouclé le 27 octobre 2015, soutenu le 9 décembre 2015. Déjà, vous pouvez entendre le pas qui s'est passé entre le 27 octobre et le 9 décembre. C'est-à-dire que quand on s'est retrouvé dans cette salle pour soutenir cette habilitation autour des dénaturalisations, 15 jours après, enfin un peu plus, 3 semaines après les attentats du 13 novembre, il y avait déjà eu le projet de François Hollande. Tout ce que j'avais écrit, et tout le monde pensait que c'était un texte sur commande. C'est-à-dire qu'on m'a dit « Ah, t'as fait les dénaturalisations à cause des déchéances ». Après, tout le monde a pensé que ça faisait juste 5 ans que je travaillais là-dessus. Donc, j'ai eu vraiment l'impression que le présent rattrapait l'histoire, que j'étais prise en plus à partie dans un certain nombre de débats. Bon, c'est quelque chose dont on peut parler, sur aujourd'hui le rôle social de l'historien, le rôle politique de l'historien dans des questions comme ça, des climats extrêmement tendus.
Et donc, à ce moment-là, c'était un moment particulier où, au moment même de l'écriture, du bouclage du texte, le temps s'est accéléré. Puis, ça a permis, moi je dis toujours que j'ai eu la chance d'avoir mon bouquin publié par Le Seuil tellement rapidement, parce que grâce à Hollande, d'une certaine manière, c'est horrible de le dire, mais c'est vrai, et je pense, sans dire que ce livre est un bon livre, je pense que c'est un bon livre, mais il a été traduit par Harvard grâce à Trump. Enfin, je pense sincèrement qu'il y a eu un effet éditorial qui fait que la question arrive sur le marché et que du coup, alors que peut-être il aurait fallu des années avant de trouver un éditeur, là, j'ai même pas cherché, ils sont venus vers moi. Le truc incroyable, quand Harvard University Press arrive en disant on veut publier votre livre, vous voyez, ça, c'est quand même vertigineux. Et je pense que c'est grâce à Trump. Donc, je suis reconnaissante. Ça me rend dans une position un peu compliquée, en fait, de se dire, bon, il y a un effet Trump sur ma production, etc. Du coup, tout ça pour dire que ce texte que j'avais écrit toujours l'été 2015, quand on me demande, au moment d'un deuxième ou troisième, je ne sais même plus, confinement, où je suis derrière mon écran toute la journée avec des étudiants en peine, je me dis, mais ça n'a aucun sens. Aucun sens parce que... Et c'est là où je prends conscience combien on écrit dans le présent. C'est-à-dire combien il y a toute la question sur le passé présent, on a les questions... Mais là, vraiment, je n'aurais jamais écrit ce texte aujourd'hui comme ça, c'est sûr. Et je me sens même dans un sentiment d'étrangeté terrible vis-à-vis de ce texte parce que le monde a changé. Et le monde a changé, ma vie a changé, ma vie personnelle, et ma vie personnelle, elle irrigue ou elle parcourt, disons, ce texte de manière pudique, parce que je ne suis pas une grande sous mes airs de grande gueule. En fait, je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup parler de soi, d'elle. Et du coup, je sais pas, j'ai été très désemparée. D'ailleurs, j'ai mis plusieurs mois à accepter la proposition en me disant il faudrait... Et voilà, il y a eu cette idée d'espèce de postface qui est une manière de dire qu'est-ce qu'il faudrait changer dans le manuscrit pour que ce texte soit actuel, même s'il est déjà périmé. Il est déjà périmé. Par exemple, je parle du variant Delta. À l'époque, c'était le variant anglais. Et maintenant, il y a le variant Mu qui arrive. Enfin, je veux dire, l'histoire ne cesse de bouger. Et donc, clore un texte comme ça, à une date T, c'est compliqué. C'est compliqué, en même temps, vous dites que ça a sa propre valeur parce que ça devient aussi son propre matériau, daté, datable et historicisable. Donc finalement, ça a aussi cette vertu de fixer quelque chose dans le temps qui devient un matériau que d'autres peuvent lire. Et donc moi, j'étais très très heureux de pouvoir le lire, y compris avec ces différentes temporalités. Peut-être qu'il faut dire un mot de la forme particulière de ce livre, parce qu'elle est très singulière, elle est très littéraire également. Ce livre, il s'appelle Z ou Souvenir d'historienne. Il fait écho à un livre au texte presque identique, qui est W ou le souvenir d'enfance de Georges Perec. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être pourquoi cet écho et pourquoi cette place qu'a Perec qui est en filigrane finalement dans tout l'ouvrage? Alors pourquoi Perec, je ne sais pas si je peux répondre à cette question, mais cette forme-là, elle m'allait extrêmement bien pour essayer de travailler justement ce que c'est que cette synthèse, qui est une illusion biographique, enfin me déprendre en fait de l'illusion biographique d'une part, et de l'ère du déterminisme aussi d'autre part, lorsqu'on écrit un mémoire de synthèse. Je trouve qu'il peut y avoir une espèce d'illusion ou d'envie d'expliquer que depuis toujours j'ai fait ça parce que ça. Je travaille sur tel sujet parce que ceci, cela, et donc d'avoir une sorte de discours de détermination entre son parcours personnel, biographique et très souvent familial, puisque c'est quand même souvent là-dessus que les historiens aiment revenir, c'est l'histoire de leur famille, et ce qu'on fait. Or, je ne voulais pas être dans la détermination. Et ça, je pense que c'est aussi une manière de penser le social qui finalement irrigue le fait de ne pas être dans des déterminations simples entre un parcours biographique et un parcours scientifique. Et du coup, c'est le schéma de Perec d'avoir ces deux textes juste à poser. Qu'il faut le dire parce que tout le monde n'a pas encore lu. Il faut absolument que s'il y a un truc auquel ce livre aimerait contribuer, c'est à lire Perec. Voilà, j'adorerais que les gens qui connaissent pas, mais je sais qu'il y en a plein qui connaissent déjà, se jettent dans Perec parce que c'est juste génial. Et donc dans ce texte qui s'appelle W au souvenir d'enfance, il y a deux textes qui sont alternés, qui se chevauchent sans jamais se rencontrer, qui ne se répondent pas. Et je pense que c'est important aussi, même si on peut y lire des échos. L'un est en italique, l'autre est en typographie romaine.
Et l'un raconte l'histoire de W, d'une île avec une compétition sportive, et l'autre, c'est des bribes de Pérec qui tentent de trouver des souvenirs de son enfance. Pérec, donc, est orphelin de père et de mère à l'âge de 6 ans, et donc n'a que très peu de souvenirs, et donc il essaye de chercher des traces de son enfance. Donc sa mère a été déportée en 1943, son père est mort sur le front en 1940, et donc il y a ces deux textes qui ne se répondent pas, mais qui s'alternent. Et donc moi j'ai pris le parti d'avoir comme ça deux textes, un qui sera un texte scientifique un peu hardcore, on va dire, un peu rapport CNRS, hein, parce que comme je suis au CNRS, tous les ans, on doit rendre des rapports d'évaluation. Ils sont hyper compliqués et fastidieux à faire, de dizaines de pages où on explique tout ce qu'on a fait, tous les articles qu'on a publiés, etc. Donc, un peu ce genre d'écriture lourde et jargonnante. Et de l'autre côté, des souvenirs sur une forme péréquienne. Et là, il y a un double jeu, mais bon, je pense qu'il ne faut pas trop que je dévoile, parce que le truc qui est marrant, enfin, pour moi, c'était aussi un jeu. Et pour moi, l'histoire, c'est aussi un jeu. Et donc, il y avait une dimension ludique de me dire que peut-être les gens pouvaient essayer de jouer avec ce texte. Mais voilà pour dire la structure générale. Alors, cette dimension ludique, elle est extrêmement présente, plaisante à lire, peut-être aussi surprenante quand on connaît vos travaux, et on peut avoir l'impression, quand on lit le repère sur les méthodes quantitatives en histoire, d'une posture scientiste, non seulement dans ses visées, mais aussi dans sa forme, avec quelque chose d'austère. Là, on est sur une exploration qui a quand même une dimension intime, littéraire, ludique. Donc, je pense qu'un certain nombre de gens découvriront d'autres facettes ou d'autres façons, mais peut-être qui étaient toujours là, mais en tout cas qui là deviennent beaucoup plus apparentes. Vous avez eu conscience d'aller peut-être sur un autre terrain que celui auquel vous nous aviez habitués avec des textes précédents ? Moi, je ne trouve pas du tout que mes textes soient lourds, scientistes. Je pense que c'est des textes ludiques, les textes scientifiques que j'ai écrits, et que surtout la dimension quantitative, c'est une vraie dimension de jeu. C'est-à-dire que qui a vraiment fait du quanti, on rigole beaucoup. Non, c'est d'ailleurs les vrais péréquiens, c'est tous mes proches collègues quantitativistes sont tous des péréquiens, parce que Pérec, il faisait des mots croisés, il jouait avec les nombres, il écrit un roman entier sans la lettre E, et tout ça, ça fait écho évidemment à des démarches systématiques, à des démarches de l'exhaustif, donc je crois qu'au contraire, cette démarche-là, elle est très péréquienne dans la manière dont j'écris l'histoire aussi. Alors après, la forme, c'est vrai qu'il y a un côté beaucoup plus lâché, on va dire ça comme ça. Et ça, c'est grâce à Pérec, c'est-à-dire que j'ai pu lâcher le prisme de l'académie, et qui pour moi est sans doute très fort, et notamment dans Dénaturalisé, qui est donc ce manuscrit inédit qui est comme la deuxième thèse, où je me retrouvais, après avoir eu une échappée lensoise, sur laquelle on va revenir sans doute, mais où c'était justement pas dans le moule académique, et qui est donc dans une forme assez libre. Et là, je devais à nouveau passer devant un jury, je devais à nouveau faire mes preuves, Et donc, pour moi, ce texte, écrit en parallèle, c'était mon jardin secret, où je pouvais donner libre cours à des envies ludiques, justement, mais qui font complètement partie de mon métier. Et des envies ludiques qui sont aussi de l'ordre du très personnel, et du personnel en même temps entrecroisé avec l'histoire. Dans une des reprises de motifs péréquiens du livre, il y a « Je me souviens ». Là encore, on incite les gens qui ne l'auraient pas lu à aller lire « Je me souviens ». Et un de vos « Je me souviens », c'est « Je me souviens d'avoir emmené le livre d'Alain Deverpe, Charonne, à la maternité, parce que je ne pouvais pas le lâcher, y compris sur le point d'accoucher ». Et là, on est à la jonction du très personnel et du scientifique, mais parce qu'il y a des livres aussi qui sont savants et qui vous transportent personnellement très loin. C'est-à-dire que c'est ça, et c'est ça aussi Pérec, c'est donner à voir l'infraordinaire de notre métier. Moi, je voulais aussi donner à voir ça. Il y a, évidemment, c'est vrai, hein, j'ai donné naissance à mon premier enfant avec Charonne à côté de moi, parce que je ne pouvais pas le lâcher, et comme en plus l'accouchement était très long, c'était bien, j'ai pu bien avancer. Mais c'est aussi donner à voir la matérialité de notre travail, son quotidien. Moi, j'ai l'inventaire aussi, il y a un inventaire péréquien de toute l'encre qu'on a consumée, et il y a l'encre qu'on a consumée, il y a les imprimantes qu'on a utilisées, il y a les cigarettes qu'on a fumées parce qu'on n'y arrivait pas. Et je pense que tout ça, donner à voir ça, c'est important aussi. C'est-à-dire, en tout cas, j'avais envie, et c'est ça que j'aime chez Pérec, c'est de donner à voir le banal, le quotidien, ce qu'il appelle l'infraordinaire, de la vie d'une historienne qu'on a très souvent avec ce modèle. C'est pour ça que je parle d'illusion biographique, mais en tout cas de récit de trajectoire. On peut avoir la tentation de l'héroïsation. Et je crois que c'était important de rappeler aussi que
voilà, on est des êtres humains avec des petits problèmes qui sont parfois des grands problèmes, mais qui nécessairement parlent aussi à la manière dont on travaille. Alors, cette attention à l'ordinaire, Pérec l'avait menée notamment dans un texte qui est la tentative d'épuisement, je trouve plus d'un lieu parisien. Le exact. Voilà, la tentative d'épuisement d'un lieu parisien. Et en préparant cette émission, je vous avais suggéré qu'on pouvait finalement dire, voilà, tentative d'épuisement d'une enquête historienne, en disant, voilà, une enquête que vous avez menée, est-ce qu'on peut essayer de l'observer sous toutes ses coutures, dans toutes ses temporalités? C'est l'un des fils directeurs du livre, parce que c'est quelque chose qui a été dans la durée important et qui fait se croiser différentes questions. Alors cette enquête, c'est celle qui a été menée autour de Lens, qui a donné notamment naissance à un livre coécrit avec Nicolas Mariot chez Odile Jacob, Face à la persécution, en 2010, je crois. Est-ce que on peut commencer par dire comment le terrain de Lens, dans le nord de la France, comment vous vous êtes retrouvé à être confronté à des documents, parce que c'était pas ni votre terrain de thèse, ni des attaches personnelles qui vous auraient ramené, vous n'êtes pas né sur les terrils lensois. Donc, comment ça s'est fait, cette première rencontre? Alors là aussi, toujours, il y a plusieurs réponses à cette question. Il y a une vraie réponse scientifique. La réponse scientifique, c'est qu'on était un collectif, on s'interrogeait. Et je voudrais commencer par là, pour une fois, parce que justement, le livre revient sur les raisons non scientifiques, mais il y a celle-là, quand même, qui était une raison où on s'interrogeait sur les questions d'identité et d'appartenance. Et on a trouvé un matériau avec une enquête autour de l'histoire d'une petite entreprise à Lens. Et on s'est dit qu'on allait partir à 4, un sociologue, un politiste, une anthropologue et moi-même qui était l'historienne, pour travailler sur c'est d'abord une question qui nous avait occupé pendant 1 an de séminaire, où on lisait Brubackers, plein de textes très importants, etc., et où il nous manquait un terrain. Et quand le terrain est arrivé, on a sauté sur le terrain. Alors, l'autre question, c'est pourquoi le terrain est arrivé? Pourquoi Lens et pas autre part? Lens est arrivé parce qu'un de mes amis m'a appelé en me disant que sa grand-tante venait de mourir, qu'elle était petite commerçante, et moi j'étais en train de finir ma thèse et de la soutenir sur les artisans et commerçants étrangers. Or, j'avais cherché pendant des années des archives personnelles de ces artisans et commerçants étrangers sans en trouver. Et là, il me disait qu'elle avait gardé tous ses papiers. Et que donc, il m'appelait en me disant « mais viens voir, ça va être génial, elle a tout gardé, etc. » Et moi, pour des raisons personnelles, à ce moment-là, d'abord, je dois soutenir une thèse. Ensuite, c'est dans des conditions de ma vie qui sont compliquées, donc je vais pas très bien. Je lui dis que non, j'irai pas à Lens parce que j'ai pas le temps, que je peux pas. Voilà. Et là, il me raconte une histoire qui a fait que j'ai changé d'avis. C'est qu'au moment où cette femme est morte, ils ont publié un faire-part dans La Voix du Nord, en rappelant le souvenir de son compagnon, qui était... le texte, c'était rescapé des camps de la mort. Et quand il est paru dans La Voix du Nord, il était devenu rescapé des camps de concentration. Mort pendant la guerre. Et donc, ils avaient été complètement sous le choc. Ils avaient appelé le type de la rubrique nécrologique. Il ne faut pas oublier qu'on paye quand même pour ces nécros. Et le type avait dit, oui, mais on ne veut pas choquer notre lectorat d'extrême droite. D'ailleurs, ça a fait un petit papier dans France 3 et dans Libé à ce moment-là. Et donc, il me raconte ça. Et donc, la famille est complètement sous le choc. Et je me dis, OK, je viens. D'accord, je pense que vraiment la famille ne va pas bien. Et donc, je viens pour faire une reconnaissance, par amitié aussi. Voilà. Et donc, je débarque à Lens comme ça. Et voilà, c'est comme ça que tout a commencé, d'une certaine manière, si on veut raconter que les choses commencent à un moment, je ne sais pas. Est-ce que ce matériau-là a tenu ses promesses par rapport aux questions que vous posiez, d'abord sur les petits commerçants, et puis évidemment, il a ouvert d'autres portes? Il a surtout ouvert d'autres portes. Il a tenu plein de promesses, mais on n'a jamais mené les promesses jusqu'au bout. On est partis comme des fous d'abord, on a été chercher justement avec Nicolas tous les cartons, on a chargé une espace, on a négocié de pouvoir les garder à demeure dans les caves du boulevard Jourdan. Après, elles ont été inondées, ces archives à moitié, lorsqu'il y a eu la grande inondation de Paris il y a quelques années. Maintenant, elles sont à Dijon. Enfin, il y a plein d'histoires. On pourrait faire l'histoire de ce fonds d'archives. Il y a eu plein de choses qui sont faites géniales avec plein d'étudiants. On a fait des enquêtes collectives, etc. Et au cours de ce chemin vers Lens, où on loue des gîtes, où on part avec les étudiants, on est des jeunes chercheurs,
voilà, il y a un truc très, très réjouissant et très salutaire d'une certaine manière dans cette pratique collective, qui est toujours quelque chose que j'aime vraiment beaucoup dans ce métier. Eh bien, on découvre aux archives départementales de Lens ce fonds de déclaration des personnes qui se déclarent comme juives, et du coup, on commence à plus travailler sur la question que j'avais toujours laissée de côté, qui était la Deuxième Guerre mondiale. Je voulais surtout pas aller sur ce terrain-là, et j'aimais beaucoup travailler sur l'après-guerre, les années 50, puisque cette entreprise, elle commence après la guerre, enfin elle recommence après la guerre, et j'avais travaillé jusqu'en 39 dans ma thèse, et voilà, et là je me retrouve plongée dans le truc que j'ai toujours évité d'aller. Alors, je ne sais pas si c'est évident d'en parler, parce que vous dites dans le livre qu'il y a eu cet évitement, vous venez de dire au micro qu'il y a eu cet effet d'évitement, c'est pas simplement inconscient, c'était quelque chose que vous aviez pensé en disant, voilà, ce sera pas mon terrain de recherche, je ne vais pas être historienne de la Seconde Guerre mondiale. Ah, je ne veux pas, ouais. Je ne veux pas ça. Je trouvais que je trouve toujours que le milieu est très compliqué. Je trouve qu'il y a ça aussi, d'en faire de l'histoire, c'est avec qui on fait de l'histoire, et le milieu est très conflictuel. Sur les histoires des guerres, vous êtes bien placé pour le savoir. En général, l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale en particulier, l'histoire de la Shoah, n'en parlons pas. Et du coup, c'est vrai que je m'étais dit, je suis très très bien dans l'entre-deux-guerres, j'adore cette période, d'ailleurs je continue d'adorer les années 20 et 30, j'aime beaucoup ces années-là, je m'y sens bien, j'aime bien les années 50 avec le côté retour, et celle-là, je ne vais pas y aller, c'est trop dur, c'est trop dur. C'est trop dur par ce que ça dit, par la manière dont il va falloir écrire ces choses-là aussi, et puis par le climat historiographique. C'était sans doute un cache-sexe, le climat historiographique, d'avoir peur d'aller là où trop de choses se jouent. Voilà. Trop de choses se jouent aussi dans l'histoire familiale ? Oui, sans doute, je ne sais pas. Ça donne l'écriture d'un livre avec Nicolas Mariot. Vous avez dit que l'enquête collective, le travail collectif, c'était quelque chose qui vous plaisait. Écrire à deux, c'est pas si courant dans l'historiographie française. Mener surtout une enquête empirique, à la limite des volumes de synthèse où chacun a son chapitre, c'est relativement fréquent. Mais une enquête empirique à quatre mains, c'est pas si simple. Est-ce que vous voulez décrire un petit peu comment vous avez fait et l'importance que ça a eu ce processus ? Oui, moi j'adore ça. J'ai écrit énormément à deux. Et à deux en particulier, quand vous regardez les articles que j'ai écrits avec plein de gens différents, et à deux, et c'est à chaque fois que j'ai partagé mon bureau avec quelqu'un, a accouché un livre. Donc c'est simple, avec Claire Le Mercier, on a partagé un bureau, il y a eu Nicolas, on était dans le même bureau, voilà. Donc il y a quelque chose pour moi que le partage aussi du quotidien, c'est aussi un partage scientifique et académique. Avec Nicolas, en plus, on est de très 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 bons amis et très proches. C'est le parrain justement de mon fils aîné qui est né avec Devers, Pécharonne. Voilà, on était... et il avait ses propres questions et moi les miennes. Et je pense qu'on s'est vraiment retrouvés autour de questions propres et en même temps autour d'une écriture commune. Et ça a été vraiment une très très belle expérience, tendue aussi, parce que c'est ça les vraies écritures collectives, c'est jamais forcément complètement consensuel, surtout lorsqu'on est encore un peu jeune et donc on se connaît pas forcément très bien comme écrivant, pour reprendre le mot de Perrault, l'historien comme écrivant. Et du coup, et sur un sujet aussi compliqué, mais on a eu des très grandes discussions sur des partis pris, le parti pris de ne pas faire une introduction sans note en bas de page, le parti pris de faire ce retour sur enquête, le parti pris d'essayer de trouver le ton juste entre le quanti et le quali, entre des histoires de personnes qui sont extrêmement bouleversantes et en même temps un parti pris sociographique assez fort. Et donc, ça nous a, je crois qu'on s'est beaucoup équilibré là-dedans. C'était vraiment une vraie écriture collective qui était, pour moi, c'est une très bonne expérience. J'espère que pour lui aussi. Avec les choix des titres qui reflètent aussi une articulation dans votre livre entre une première partie active, entre guillemets, où on voit des gens se déclarer, fuir, j'ai plus tous les titres en tête, partir, voilà. Et puis une seconde partie où on passe à la voie passive. À partir de étoilé, ouais. Voilà, étoilé, déporté, et raflé. Et du coup, ce choix-là, voilà, vous l'avez réfléchi ensemble. Tout était vraiment réfléchi. La question du plan, ça a été, pour Nicolas, c'était la première... il me le dit souvent. Moi, j'ai tenu absolument à avoir un plan chronologique, qui était un plan chronologique des trajectoires, de suivre les personnes dans ces trajectoires, alors que lui, il n'avait pas nécessairement pensé les choses comme ça. Et du coup, après, on a beaucoup discuté là-dessus de comment articuler une chronologie avec quand même justement des moments qui sont des moments, par exemple sur le personnel administratif lensois,
Là, c'est pas chronologique. Il va falloir faire un tableau, donc où l'insérer. Donc voilà. Puis après, écrire sur les camps, c'était aussi compliqué de trouver l'écriture juste. Je crois que le fait qu'on soit ni l'un ni l'autre, justement, estampillé Deuxième Guerre mondiale était extrêmement libérateur dans la manière dont on a pu écrire ça. C'est-à-dire qu'on n'était pas à faire des révérences aux uns et aux autres, et on était complètement dans l'empirisme et notre matériau, et on essayait de rendre compte au plus juste des trajectoires de ces personnes. Du coup, il y a eu parfois même des moments où on a sans doute, en tout cas moi, ça m'a fait beaucoup bouger par rapport à la petite bourdieusienne que j'étais, parce que j'étais une vraie, un peu bourdieuse, en tout cas très noiriélienne. Mais être noiriélien, c'était un peu bourdieusin quand même à l'époque. Et puis ça m'a fait complètement bouger, parce que là, on cherchait des déterminants, en fait, avec notre grande question, qui fuit, qui va s'en sortir, et puis ça ne marchait pas, en fait. Et là, on a pu, je pense, laisser arriver le fait qu'on n'avait pas de réponse toute faite. Et par le fait d'être à deux. Parce que je pense que quand on est seul, on est beaucoup plus sur ses gardes, on veut tellement donner des preuves qu'on a peut-être moins de liberté que quand on est à deux dans l'écriture, je crois. Cette écriture à deux, c'est aussi quelque chose qui permet d'inscrire, là aussi dans un quotidien, dans une régularité, une pratique qui est très diffusée, le fait de se faire relire. On connaît, je pense, aucun ouvrage qui paraisse sans que l'auteur ait fait lire tel ou tel chapitre à des amis historiens, lecteurs, sciences sociales, avec un regard qui vont être capables de dire « attention, là, tu es sûr, ça, il faut l'étayer, etc. » Mais là, du coup, c'est incorporé même dans l'écriture, le fait que cette relecture, elle est permanente, cette discussion, elle est permanente. Oui, ce qui ne nous a pas empêché de nous faire énormément relire aussi à l'extérieur, et avec des regards très différents. Ça, c'était très bien aussi d'être deux, parce qu'on n'a pas les mêmes réseaux, on n'a pas les mêmes... Lui, c'est quand même un politiste aussi, il avait son réseau de Première Guerre mondiale, moi, c'était pas du tout les mêmes personnes qui relisaient, donc... Oui, on se relit, mais on était beaucoup plus que dans de la relecture. Hein. Et vraiment, il n'y a pas de... Enfin, on était dans de l'écriture en commun, c'est-à-dire qu'on a écrit l'introduction, je ne sais pas combien de fois, ensemble, tous les deux derrière un ordinateur. On a fait toutes les archives ensemble. Ça, c'est compliqué à expliquer aux gens. On était pendant 7 ans ensemble aux archives. On est parti aux archives à Lens ensemble. On est parti à Paris, enfin à Fontainebleau ensemble pendant des étés. On est parti à Washington tous les deux et on a tout vu ensemble. Donc du coup, il y avait vraiment quelque chose aussi qui maturait ensemble. C'était pas uniquement de la relecture, quoi. Ça, c'est important, je crois, de rappeler ça. Dans cette enquête, il y a une place importante accordée à deux thématiques qui irriguent d'une certaine manière largement votre œuvre. D'un côté, les questions d'identification, comment les gens se définissent, comment on définit un groupe, et qui tourne autour au fond de la question qu'est-ce qu'être juif à Lens durant la Deuxième Guerre mondiale. Et la solution que vous avez trouvée finalement est très intéressante en partant des matériaux que vous avez exploités. Et puis peut-être dans un deuxième temps, on parlera de la question de la quantification. Mais déjà, cette question de l'identité des groupes et de comment en cerner les contours, ça a été un enjeu, une des clés de cette recherche. C'est plus exactement le croisement de deux questions. Pour Nicolas, il avait dit est-on motivé pour tuer? Lui, c'est ça sa question. Et donc là, il l'articulait sur le côté des victimes. En gros, faut-il être extra-lucide pour survivre? Expliquons un peu peut-être. C'est-à-dire, est-ce que en 1940, le fait d'être juif permet de se douter ou de réfléchir sur ce qui va survenir, de chercher des stratégies d'évitement, de se positionner par rapport à l'événement qui est en train de se produire? Alors, plus exactement, je dirais pas être juif, parce que justement, lui, il ne présupposait pas, et c'est pour ça que j'ai pu écrire avec lui, qu'il y avait être ou pas juif, contrairement à d'autres. Donc, c'était plutôt... Est-ce que dans les comportements face à la persécution, on peut inférer la différence des manières de se positionner, par exemple devant le fait de se déclarer ou pas comme juif, de l'expliquer par ce qu'ils avaient dans la tête, les gens, c'est-à-dire une conscience ou pas du danger, par exemple. Et qu'est-ce qu'on allait voir sur cette conscience du danger? Donc lui, c'était ça la question, en disant... d'une certaine manière, il faut déjà regarder ce que les gens font et d'essayer de voir leur propriété sociale, mais on ne pourra jamais rentrer dans la tête des gens. Je caricature, j'espère qu'il ne m'en voudra pas. Mais c'est un peu quand même comme ça qu'il interrogeait, en tout cas à ce moment-là, cette histoire-là. Pour moi, la question, c'était qu'est-ce qu'on est, tout court. Et ça, c'est une question qui parcourt tous mes travaux. Et là, donc là, c'est une très grosse question, je n'avais pas pris la plus légère, qu'est-ce qu'être juif? Mais et du coup, en fait, ce livre, c'est la conjonction de ces deux questions. Et on répond à qu'est-ce qu'être juif et à comment se comporter face à la persécution en racontant d'une certaine manière pragmatique et pas bourdieusienne, justement, je pense, même si là, il ne serait pas d'accord avec moi, mais ça serait intéressant d'en discuter, mais pragmatique, ce
qu'ont fait ces gens-là et la diversité de leur comportement et de leurs pratiques face à la persécution. Donc c'est vraiment la conjonction de ces deux questions. Et du coup, à ma question « Qu'est-ce qu'être juif ?», je réponds « Regardez ce que ça signifiait d'être juif à Lens entre 1940 et 1945 ». Et pour y répondre, la quantification a été, en tout cas par rapport à ce corpus, un passage nécessaire parce que il y a plus de 900 personnes et donc il faut pouvoir compter, il faut pouvoir croiser, il faut pouvoir mesurer dans le temps des évolutions et les comparer. Et donc ça, c'est un type d'outil que vous aviez déjà utilisé en thèse et là qui a trouvé évidemment son emploi. Il faut prendre il faut prendre en compte le collectif. Et donc la diversité. Et aussi le groupe. Donc du coup, c'est évident qu'à ce moment-là, on ne va pas faire l'histoire d'une personne. C'est ça qui nous... En plus, il y a tout un mouvement à ce moment-là. Le livre de Jablonka, il sort 1 an après nous. L'histoire des grands-parents que je n'ai pas eu. L'histoire des grands-parents que je n'ai pas eu. Mendelssohn, qui est... autre chose, les The Lost, qui donc lui sort en 2009 et nous en 2010. On est entre deux histoires de familles qui partent à la recherche des traces archivistiques de familles persécutées, puisqu'on est à un grand moment historiographique, on va le dire quand même, où là on fait l'histoire de ces victimes, non plus uniquement à partir des témoignages, mais à partir d'archives. Et donc ces 2 livres nous encadrent et on faisait ça aussi, tous parallèlement, d'une certaine manière. Mais nous, on se place du point de vue d'un groupe. Et donc, on n'est pas dans la singularité d'une histoire, mais dans l'histoire d'un groupe et de la diversité des comportements. Donc, la quantification sert. Je voudrais vraiment dire un truc par rapport à la quantification. Pour moi, c'est un outil parmi d'autres. Je sais que y a plein de gens, et tant mieux, hein, je ne vais pas du tout dire j'aime pas la quantification, j'adore ça. Mais pour moi, c'est un outil parmi d'autres. Et le problème, c'est tous les gens qui ne comptent pas, parce qu'ils sont contre pour des raisons soit de peur, soit d'ignorance, soit des postulats idéologiques un peu bêtes. Mais pour moi, c'est pas il faut compter à tout prix du tout. C'était évident qu'on ne pouvait pas s'en passer. C'était une évidence, c'est un outil un outil parmi d'autres. Un outil, et on rappelle qu'avec Claire Lemercier, donc ce livre chez Repère, Méthode quantitative pour l'historien, qui montre comment se servir de cet outil, à travers aussi un atelier que vous animez avec elle, où beaucoup de gens sont passés et ont pu tester, et de manière ludique, vous nous l'avez dit, ce type de travail. Ce livre est publié en 2010. Vous revenez un moment dans le volume dont on parle sur la publication, sur le fait que c'est pas toujours simple de publier, c'est pas toujours simple de savoir quelle va être la réception d'un livre, d'attendre des comptes rendus. C'est un moment aussi particulier dans une vie de chercheur ou de chercheuse, ce moment où le fruit d'une enquête qui a duré des années se retrouve ensuite à la fois dans l'espace public et puis dans une communauté savante et va devenir ou pas support de discussion, et parfois même ça peut créer des malentendus. Je pense pas forcément à ce livre, mais en tout cas ça devient autre chose que ça n'était durant le temps de la recherche. Ouais, c'est compliqué. Peut-être c'est moi qui suis comme ça. Pour moi, c'est des grands moments de vulnérabilité, de fragilité quand on sort un livre. Même là, sur Z, c'est des moments où il y a un truc, on attend, on ne sait pas ce qu'on attend, etc. Et alors, Face à la persécution, ça a été très dur. La sortie a été très dure parce que c'est bizarre de dire ça maintenant, mais il est tombé dans un trou, ce livre. Personne n'en a parlé quasiment. Et je me souviens d'un Blois, là, on est en plein dans la période Blois, d'un Blois catastrophique où je devais... Nicolas m'avait lâchement abandonné, je tiens à le dire, et j'étais toute seule au salon du livre, et pendant 1 heure, je devais vendre ce livre, et personne ne passait, et il y avait des queues de gens devant des historiens très connus, et moi, personne n'est venu, sauf une copine à un moment qui m'a dit « Bon, je t'en prends un ». Et j'avais vraiment eu ce moment de grande solitude, quoi. Et je me suis dit, ce livre, il tombe complètement à côté, il y aura... Qu'est-ce qu'on a fait ? Enfin, un truc où on attend, et puis ça ne vient pas. Et puis, il a eu sa vie de livre, et c'est très réconfortant, parce que la vie des livres, justement, c'est pas du tout une vie de la réception de l'instant, c'est une vie qui est longue, et puis une vie qui est longue, et puis qui est différente, qui est lue encore par des gens, donc ça, c'est assez bien maintenant, mais à ce moment-là, moi, c'était mon 2e livre, et l'autre était sorti 3 mois avant, et ça avait été aussi un peu un flop, et donc, du coup, c'est vrai que j'étais je raconte ça, parce que je pense qu'il faut le dire aussi... à tous, et puis c'est toujours la même chose, je trouve, c'est pas si évident. On a, en plus, il y a un peu un côté de riche de dire ça, parce que c'est super d'être publié déjà, on a beaucoup de chance. Et en même temps, c'est quand même un moment où on s'expose. Et donc le livre, il a eu une réception compliquée. Il a été très vite porté au pinacle par les politistes.
bon, je pense que Nicolas avait une très très grande surface à ce moment-là aussi, enfin déjà, mais il était et du coup on a été invité partout dans tous les labos de sciences politiques, etc. Et alors, en histoire, rien, nada, que dalle. Et alors, moi, j'avais l'impression, je me disais, est-ce que c'est l'homme et la femme, ou ça, c'est le truc sympa pour se dire c'est genré? Je crois pas du tout. Je crois que moi, je débarquais dans la Deuxième Guerre mondiale et j'avais pas du tout fait mes armes là-dedans. Et oui, il y a un effet de champ. Je crois que c'était même à la Fabrique de l'Histoire où une question a été posée, est-ce que vous êtes historien de la Deuxième Guerre mondiale? Et vous avez dû défendre le fait que, en fait, à partir du moment où c'est mon terrain, je suis légitime à en parler. Mais ce côté étiquetage, il joue aussi peut-être contre un livre comme celui-là. Ouais, en tout cas au départ. Ouais, au départ, peut-être, je sais pas maintenant du tout. J'ai pas assez de recul, puis j'ai pas. Moi, j'ai continué à travailler sur Lens, en fait. C'est ça aussi qu'il faut dire, c'est que le livre, il a été fini. Il est fini. Et puis, ce qui est beau avec cette histoire, enfin, moi, qui me tient à cœur, c'est que l'histoire, elle a continué bien après. D'ailleurs, déjà, elle continue dans le livre, parce qu'il y a un épilogue, voilà, sur lequel je vais pas revenir, pour donner toujours envie à ceux qui ne l'ont pas lu de lire le livre. Mais donc, l'histoire, elle continue, et elle a continué bien après. D'abord, il y a plein de nouveaux juifs lensois qui sont arrivés. On a fait un recueil d'archives privées incroyable. On a reçu des lettres. Et puis même scientifiquement, on a repris l'enquête, surtout avec Pierre Merclé à ce moment-là, d'abord avec Nicolas, mais surtout avec Pierre Merclé. On a refait on a revu toute notre base, on a fait un article qui est sorti dans les Annales l'année dernière, en plein milieu du confinement, mais qui relie aussi cette histoire. Et je trouve que ça, c'est aussi important de ne pas se dire, quand un truc est fini, il est publié, c'est bouclé. Non, l'histoire, elle continue aussi. Et alors, elle continue à plus forte raison quand il s'agit du contemporain ou voire du très contemporain, parce que là, il y a cet effet propre, notamment l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale et à ses résonances familiales, qui fait que vous avez eu des contacts que sans doute vous n'auriez pas eu en travaillant sur l'agriculture en Beauce au XIXe siècle. Il y a moins de gens qui sans doute auraient écrit pour dire votre livre m'a touché, votre livre m'a intéressé. Et là, ça a cet effet d'entraînement avec des gens qui sont touchés par cette histoire familialement, personnellement, et du coup qui ouvrent et apportent aussi de nouveaux matériaux et peut-être de nouvelles questions. Alors, il y a ça, mais pour être honnête, c'est pas du tout ça qui a fait que l'histoire a continué. En effet, il y a ça, on pourra en parler, qui a été très lourd à gérer. Et tout le temps, j'ai une des choses que je voudrais faire, j'ai une pochette là qui s'appelle « Les enfants des 991 » ou « La suite des 991 » et le matériau s'accumule, mais j'en ai jamais rien fait de ça. En revanche, les questions scientifiques ont continué avec leur propre vie scientifique, parce qu'on lit des choses aussi. Et là, c'est à déconnecter du fait que les gens ont été là. Oui, c'est deux types de réception. Il y a deux types de prolongements. Il y a les prolongements scientifiques, les prolongements personnels, mais les prolongements personnels, ils sont quand même plus intenses que pour beaucoup de livres que beaucoup de collègues écrivent. Bien sûr, bien sûr. Mais je pense que pour tous, on peut reprendre nos enquêtes et les continuer aussi. Mais là, il se trouve que ça a eu des échos qui font peut-être qu'en tout cas, j'ai été attachée à ce terrain de manière où j'arrivais pas à partir de Lens. Comment quitter Lens? C'était ça un peu la problématique. Alors avant de quitter Lens, il faut dire un mot d'un des prolongements qui a été le colloque qui a donné ensuite naissance au livre avec Nicolas Mariot, Tal Brutman, Yvan Ermakov pour une micro-histoire de la Shoah, qui consistait finalement à faire dialoguer votre expérience de recherche lensoise avec d'autres approches qui ont pour point commun de faire varier la focale, de faire varier l'échelle, ou d'essayer de poser des questions sur la Shoah à différentes échelles et de la sorte de sortir d'un récit englobant ou de catégories toutes faites. Oui, je pense que là, on était dans un moment historiographique aussi, où on s'est rencontrés avec d'autres. Il y a eu 2 colloques, en fait. Il y a eu un colloque français, un colloque international l'année d'après, un en 2011 et un en 2013, je crois. Et donc... Et voilà, où on pense ce qu'on a fait a posteriori. Ça aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire ça, je pense que ça caractérise ce livre et c'est pour ça que j'y suis aussi attachée. C'est évidemment, il y a les questions dont on a parlé qui l'ont provoqué, mais en même temps, il n'était pas mu par une big question historiographique et en même temps, il a été à un moment et après, il a pu aussi servir de jalon dans ce changement historiographique, j'espère. Parmi les prolongements, il y a le fait que le terrain lensois vous a amené à la Shoah, que la Shoah vous a amené à la Pologne, et que la Pologne est devenue un horizon de recherche très important avec un projet dont on peut parler, Loubart World, qui aujourd'hui voilà, un horizon de recherche collectif encore. Quel est ce projet? Alors, après ne pas avoir été une historienne de la Deuxième Guerre mondiale, je ne suis pas une historienne de la Pologne, mais j'y vais quand même. Je pense que finalement, c'est pour ça aussi que mon parcours, il n'est jamais d'être spécialiste de quelque chose, mais d'y
aller quand même. Pourquoi ? Parce que Pérec, on en a très peu parlé finalement, mais parce que Pérec, il est là tout le temps, insidieusement dans mon parcours, et que l'idée scientifique, c'est que j'avais envie... ce qui manquait à Lens, c'est qu'on voyait peu d'où venaient les gens. On les prenait à un moment où ils étaient déjà immigrés à un endroit. Et donc là, ça a été l'idée de partir, de se mettre d'un endroit où les gens partent et sont tués, et donc de comprendre ensemble migration et Shoah. Et donc pour ça, il fallait un lieu, et le lieu s'est dessiné comme un lieu d'élection, puisque c'est la ville du père de Pérec, dont il vient de Lubartów ou Lubartów en polonais. Et puis c'est un lieu idéal en termes scientifiques, puisqu'il y a la moitié de la population est juive, l'autre moitié est non juive. Donc pour comparer, c'est bien. Ils sont à peu près 8000. C'est un peu énorme, mais ça va aller. Je sais que c'est possible sur 1000. Donc là, en tout cas, sur les 3500 juifs, ça va. Enfin, c'est possible, on y est. Puis j'ai une petite équipe avec moi de gens extraordinaires. Et voilà, et l'idée, c'est vraiment là de renverser la perspective en se plaçant sur la ligne de départ et pas sur une ligne médiane, qui est la ligne moyenne d'arrivée qu'était Lens. Évidemment, certains Loubartoviens sont venus à Lens, les choses se recoupent, qui ne sont pas les Pérec. Et puis voilà, il y a plein de choses qui se passent aussi autour de cette ville. Je ne sais pas encore ce que ça va donner, c'est un projet collectif, on n'est pas encore dans de l'écriture collective, mais on écrit des articles à deux pour le moment. Et puis, je n'ai pas encore en tête la forme que ça va prendre. Je sais pas comment ça... Il y a pas mal d'articles qui vont sortir, mais la forme, est-ce que ça va être un livre ? Est-ce que ça va être autre chose ? Je sais pas. En parlant de forme, il y a une forme au moins qui existe pour l'instant, c'est la forme du projet de recherche. Et ça permet aussi de se situer. On a parlé tout à l'heure des moments historiographiques dans lesquels on se situe. C'est aussi des moments avec des configurations institutionnelles qui sont pas toujours les mêmes. Et là, nous sommes dans l'époque du financement sur projet, avec appel à projet, à la fois très fastidieux à remplir, mais extraordinairement libérateur si on obtient des crédits de recherche, ce qui a été ici le cas. Donc là, c'est aussi faire l'expérience de ce type de recherche et de ce moment particulier pour les sciences sociales. Oui, complètement. Et puis là, je suis très schizophrène là-dedans, parce que politiquement, je suis absolument contre, et en même temps, j'en bénéficie. Donc, je ne peux pas dire autre chose que je suis schizophrène. Peut-être c'est comme ça. Tout ce que je peux dire, c'est que ça m'a permis de donner aussi... Alors oui, c'est des postes de précaires, mais c'est des postes quand même à des chercheurs exceptionnels. Et que du coup, ça, c'est quand même quelque chose de bien. Pour moi, c'est une chance incroyable de pouvoir travailler avec eux, de faire l'expérience du collectif. Et puis, en même temps, il ne faut pas oublier que cette liberté, donc on ne va pas la nier, c'est une vraie liberté d'avoir des financements, c'est aussi des contraintes terribles en termes administratifs, c'est l'horreur. C'est-à-dire que moi, ça fait 2 ans que je fais que remplir des papiers, signer des ordres de mission... remplir des logiciels, etc. Je n'en peux plus. Et du coup, c'est vrai que c'est pas uniquement chouette. Voilà. Il y a aussi toute cet infraordinaire qu'il faut pas non plus complètement oublier, et qui fait que pour avoir Adobe Illustrator, j'ai dû écrire 16 mails, et que finalement, j'ai appelé le CNRS en disant que je rendais l'argent, parce que je ne pouvais pas avoir Adobe Illustrator qui coûte 150 €. Donc voilà, c'est ce genre de petits détails qui font le quotidien de ce projet aussi. Mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'on va faire des grandes choses. Puis il y a un très beau site internet. Je profite que je peux parler publiquement pour vous inviter à aller voir notre bébé du confinement. Parce qu'on était tous derrière nos écrans, et du coup, on a fait un super site où on met plein de papiers de recherche qui sont intéressants, je crois. Alors, on va mettre le lien en ligne sur le site aussi Parole d'Histoire. Vous terminez votre livre par l'idée que vous n'êtes plus au moment où vous avez envie de régler des comptes avec vos grands-parents historiographiques, ni même avec les gens avec qui vous avez pu vous positionner précédemment, mais que c'est un livre aussi qui est fondé sur la transmission, et transmission d'une expérience de chercheuse, transmission de façon de faire, de façon de concevoir la recherche vis-à-vis d'étudiants, d'étudiantes. C'est quelque chose, vous êtes au CNRS, mais vous aimez enseigner. Le CNRS n'est pas un refuge loin de la salle de classe pour vous, si j'ai en tout cas bien compris ce qu'il y a dans le livre. Donc cette dimension-là, elle est importante. Elle est centrale, elle a toujours été centrale. Moi, je suis une enseignante-chercheuse. D'ailleurs, je suis aussi à l'EHESS, donc je ne suis pas que au CNRS, j'ai été aussi... je suis enseignante, chercheuse, et j'ai toujours voulu ça. Donc, il se trouve que l'université n'a pas voulu de moi, mais moi, j'ai toujours voulu avoir des étudiants, et j'ai toujours eu des étudiants, et je n'ai jamais cessé d'enseigner, même un semestre. J'adore ça. Et puis, je crois que peut-être c'est maintenant que j'ai pu écrire ça, surtout dans la postface, c'est qu'au moment du confinement...
Pour moi, c'est poser la question de qu'est-ce que j'aime. On s'est tous dit, est-ce qu'on va partir à la campagne? Qu'est-ce qu'on fait de nos vies? Enfin, il y a eu un espèce de... Et moi, je me suis demandé ce que j'aimais dans ce métier. Et ce que j'aime, c'est évidemment ça. C'est le partage. Le partage avec les... Donc, du coup, j'ai pu là le formuler. C'est-à-dire que, et le partage, bon, c'est aussi que l'effet de l'âge, hein, l'âge avançant, on ne peut plus du tout dire comme pendant des années, on a clamé, nous sommes des jeunes chercheurs. On n'est plus des jeunes chercheurs, on est des middle-age chercheurs. Et j'ai eu mes premières soutenances, j'étais la première fois directrice de thèse et la fierté de voir les choses, comment elles sont transmises et de les voir éclore. Enfin, pour moi, ça, c'est un des très grands plaisirs de mon boulot. Donc, du coup, oui, je pensais de rappeler aussi qu'est-ce qui fait du bien. Et ce qui fait du bien, c'est eux. Elle. Comme on est dans le partage, on va vous demander un conseil de lecture que vous voudriez partager avec ceux et celles qui nous écoutent au dépourvu et sans avoir préparé. Est-ce qu'il y a quelque chose? Ça peut être évidemment sur les thèmes dont on a parlé, ou ça peut être un tout autre conseil. Est-ce que je peux donner un conseil de film documentaire? Absolument. Alors, Les Indes galantes, un très très beau film documentaire de Philippe Bezia, qui fait se rencontrer, et c'est pour ça que ça fait écho à Z, le monde du hip-hop ou de la danse urbaine et le monde de l'art lyrique. Et c'est vraiment un film sur ce que c'est que les discriminations et ce que c'est que la rencontre réciproque et du partage par la création. C'est vraiment un film que j'ai adoré cet été. On était dans une petite salle en Bretagne et tout le monde s'est levé pour applaudir le film au fin fond de la Bretagne. C'était assez chouette. Vraiment, je vous le conseille. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.